que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau bilan, celui du mois d'août en toute logique. Alors comme d'habitude, ma dernière lecture vous l'aurez du coup pour le bilan suivant. Il y a toujours ce petit décalage entre le moment où je tourne les vidéos et où je termine mon dernier bouquin. Mais voilà, ça ne change rien en fait de votre côté, je sais même pas pourquoi je vous le dis, vu que voilà, vous avez juste cette sélection et puis c'est tout. Mais du coup voilà, moi de mon côté il me reste une lecture et ce sera du coup l'Empire des femmes 2. J'ai oublié d'ailleurs le titre, je crois que c'est Ténéros mais je suis plus sûre. Mais surtout il est écrit par Cassandre qui est actuellement une des candidates de Koh-Lanta et je suis genre ravie en fait d'avoir placé cette duologie juste voilà sur ces 2 mois-ci de juillet et août et de l'avoir commencé et de la terminer du coup aussi pour mes vacances en apprenant entre les deux que Koh-Lanta, que je regarde tout le temps, il y avait du coup une autrice dedans et du coup elle représente Booksta, donc voilà, moi je trouve ça très très drôle et c'est pour ça que j'en reparle dans cette vidéo, même si je vous présenterai le livre du coup dans le bilan suivant. Et pareil, du coup là on va attaquer le bilan évidemment, mais avant que je l'oublie, je vais commencer par ce livre-ci. Donc c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Et si je le mets ici, c'est pas que je l'ai lu en liseuse, en audio ou quoi, mais parce que je l'ai prêté à ma soeur. Et du coup pareil, je n'ai plus le résumé sous les mains, ça me perturbe toujours, mais je préfère commencer par celui-là avant de l'oublier dans le reste de mon bilan. Et ça faisait un moment en fait que je voulais découvrir Clara Hérault. J'étais très curieuse de me lancer à mon tour parce que je n'ai vu que de très bons échos sur sa plume. Pareil, une plume qui est très humaine, etc. Mais voilà, les précédents résumés ne me donnaient pas beaucoup plus envie que ça. Donc j'attendais vraiment qu'il y en ait un qui me happe parce que j'étais pas sûre d'aimer de mon côté. Et bon, on les trouve difficilement en occasion pour le coup vu que ils sont quand même très récents et très demandés. Et puis finalement, si vous êtes là sur cette chaîne depuis un an, vous savez que l'été passé, j'avais lu Une belle vie de Virginie Grimaldi, qui était une histoire entre 2 sœurs, voilà, très tiraillées, avec beaucoup de non-dits, etc. Et depuis ce coup de cœur là, je recherchais plus ou moins voilà, un truc un peu similaire, des mêmes thèmes voilà, qui traitaient la sororité. Ça c'était vraiment le gros critère que j'attendais. Mais voilà, que c'était pas juste une lecture de vacances, toute facile, fluide, page turner et puis pas trop creusé. Je voulais quand même des termes un peu plus sombres derrière, un truc plus construit. Et quand j'ai lu du coup le résumé de celui-ci, ça annonçait clairement cette couleur-là entre 2 filles qui allaient passer leur été chez leur grand-mère. Et je cherche l'endroit, j'ai le nom sur le bout de la langue. C'est un endroit en France où c'est très connu pour le surf, enfin bref. Et visiblement ça a l'air très compliqué pour l'une comme pour l'autre. Et de fait, quand je me suis lancée dans ma lecture, c'est 2 histoires qui étaient quand même très différentes. Mais à nouveau en fait, c'est une histoire qui m'a vraiment rappelé mon propre schéma familial. Avec justement la plus petite Selena et clairement je me suis malheureusement retrouvée dedans où elle est excessivement impulsive, adolescente elle est quand même très susceptible, elle monte dans les tours hyper vite, il y a plein de moments en fait où elle aurait pu m'agacer parce que vraiment parfois c'est juste voilà, des comportements abusés qui pètent et juste un moment voilà, c'est faire du grand bruit pour pas grand chose, mais c'était suffisamment bien écrit pour que je me retrouve à nouveau dedans et que ça fasse remonter des souvenirs bien enfouis. Parce que même si je continue à travailler avec des adolescentes dans l'internat voilà, où je bosse, au fur et à mesure des années, notre cerveau il a tendance un peu à oublier un petit peu comment on fonctionnait à l'époque nous-mêmes. Et du coup oui, ça m'a vraiment rappelé ce côté où même les moments où t'as envie juste d'arrêter de gueuler, de ravaler tes paroles, de les retenir en tout cas, tu n'y arrives pas vraiment. Vraiment, la bouche continue à parler et juste tout sort absolument pas comme il faut, etc. Pas au moment, enfin ce genre de choses. Et de manière générale, voilà, elle est plus dans une quête, une recherche d'identité.
Et alors t'as sa grande sœur, Phoebe, qui, pareil, m'a rappelé la mienne. Et désolée pour elle, mais qui du coup est beaucoup plus renfermée. Elle est beaucoup plus discrète. Clairement, voilà, elle fait sa petite vie de son côté en essayant d'être un peu l'enfant parfaite, enfin dans le sens suivre voilà, la petite voie que ses parents lui ont tracée, voilà, qui n'a pas envie de trop changer d'études, de peur voilà, de briser le cœur de ses parents, parce qu'elle sait pas trop quoi faire au final. Elle va être très taiseuse dans la maison, mais vraiment elle va subir toutes ces crises autour, etc. Donc vraiment elle se fait très discrète, elle essaie de gérer au max. Et en fait ça ne marche pas parce qu'en fait l'un dans l'autre elle va s'autodétruire. Et ça va la ronger, elle va avoir une pression énorme sur ses épaules. Et voilà, toutes ces choses-là m'ont rappelé malheureusement aussi ma sœur qui était plus dans ce fonctionnement-là lorsqu'on était adolescente. Et en même temps, voilà, on voit certains points quand même où elles sont sœurs. Et du coup, il y a cette relation complètement unique entre les deux qui était très bien décrite aussi. Voilà, que dans les pires moments, vraiment, elles sont hyper soudées à nouveau. Que voilà, c'est l'amour de l'une pour l'autre est vraiment inconditionnel. Et alors, pareil, il y avait les crises avec la maman, il y avait ce père qui est quand même vachement plus absent. Et toujours cette grand-mère qui est là avec des petits conseils qui, pareil, sont un peu discrètes, mais intervient juste quand il faut, à petite dose, etc. Avec sagesse. Et pareil, elle m'a rappelé ma mamie qui vivait chez nous, du coup, quand je vivais chez mes parents. Et donc voilà, franchement, ça a juste répondu entièrement à mes critères. Ça m'a excessivement parlé, vous en doutez, vu la description que je viens de vous faire. Mais au-delà de ça, de votre côté, même si vous n'êtes pas dans cette situation-là, voilà, je pense que les thèmes qui sont abordés vont vous parler d'une façon ou d'une autre. Parce que donc j'ai dit, on parle de l'identité, enfin la construction d'une identité, l'archétypicité. On parle du coup de toutes ces émotions qu'on ne sait pas faire. Alors j'ai parlé plus de la colère du coup de Lena, mais pour Phoebe c'était beaucoup plus tout ce qui va être angoisse, anxiété, voire plus. Donc voilà, donc après il y a d'autres thèmes que je ne vais peut-être pas citer vraiment oralement pour vous laisser un petit peu découvrir, mais qui sont abordés dedans. Et du coup voilà, je pense que c'est des schémas somme toute classiques qu'on retrouve très souvent chez plein de gens. Et effectivement, la plume de Clara Héreau en parle divinement bien. Elle est hyper humaine, elle est... Voilà, elle rend ses personnages vraiment hyper crédibles. Que, oui, ok, je l'ai... Parfois ils m'ont angoissée dans un sens comme de l'autre. Mais à côté de ça, genre, j'ai vraiment ri, souri. J'ai pas versé de larmes, je pense. Mais j'ai vraiment eu les larmes aux yeux qui sont restées ici. Notamment pour les passages de Phoebe qui parfois m'a brisé le cœur. Où j'ai ressenti toute sa détresse qu'elle n'arrivait pas justement à exprimer. Et moi, ça restait coincé là aussi pendant ma lecture. J'ai ressenti du soulagement à un certain moment aussi pour l'une ou l'autre. Enfin voilà, bref, j'ai vraiment revécu toutes ces émotions comme à l'époque qui, je vous disais, donc, ont vraiment ressurgi de super loin. Elles étaient vraiment enfuies pour le coup. Et ouais, clairement, Clara Héreau a réussi ici d'une main de maître à refaire émerger tout ça. Et du coup, voilà, je pense que, que ça prouve bien le truc, c'est que elle a complètement géré son récit et elle m'a donné envie de découvrir ses autres livres, même si les résumés me plaisent un petit peu moins. Mais après, j'ai les copines sur Bookstack qui m'ont dit ok, c'est peut-être celui-là, donc je l'ai rajouté quand même dans ma wishlist. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir craqué, de l'avoir tenté, risqué, comme vous voulez, durant cet été. Parce que clairement, ça l'a fait. Je lui mets, je crois, 17 sur 20 sur Livre Addict. Donc franchement, une belle note, faut le souligner. Ceci étant dit, c'est bon, je suis sûre de ne pas l'oublier. Je passe du coup au suivant qui était donc le dernier livre du mois de juillet, n'est-ce pas? Et c'était celui-ci, donc c'est Fortune le tome 2, donc c'est Iron Flame de Rebecca Yarros. Voilà, je ne vous le présente plus vraiment. Le résumé ne dit franchement pas grand chose parce qu'on dit si les griffonniers ne sont pas capables de produire des sceaux, ils ne sont pas pour autant sans pouvoir, les sous-estimer serait une erreur. Et voilà, si vous n'avez pas lu le tome 1, clairement je pense que ce résumé ne vous dit absolument rien, si ce n'est qu'on va un peu plus aborder voilà, le sujet des griffonniers. Alors qu'est-ce que j'ai pensé au final de ce tome 2? C'est compliqué.
c'est aussi compliqué en fait que le tome 1, tout simplement parce que je trouve qu'il a en fait les mêmes défauts que le tome 1. Alors j'étais vachement mieux préparée sur le côté romantasy. Pourtant, oui, vous allez me dire, c'est annoncé, il est marqué. C'est chez Hugo, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Chez Hugo Roman. Juste, voilà, je savais qu'il allait en avoir. Finalement, c'était un Enemy to Lovers pour le premier. C'est pas forcément non plus ma tasse de thé. Ici, c'est plus... J'ai plus le terme exact en tête, mais c'est... touche là et meurt, la traduction plus ou moins en français. Où voilà, on va voir Xaden qui est très protecteur comme ça sur elle. Et donc finalement c'est un petit peu mieux passé que dans le tome 1. Si ce n'est qu'en fait ici je crois que c'est plus le personnage de Violette qui m'a agacée en fait dans cette relation. Qui, pareil pour des raisons que je lui ai pas exprimées, lui demande en gros plein de secrets à dévoiler, etc. Mais le gars il peut pas trop. Et lui demande juste écoute fais-moi confiance. Et elle, elle part en vrille en mode genre non, impossible, nan. Et puis après elle revient à la charge. Parce qu'en fait elle l'aime. Mais en fait quand elle revient après elle reprend ses distances. Et voilà, moi c'est clairement pas ma tasse de thé, on va pas se mentir, mais bon, voilà, ça je l'ai choisi parce que j'ai lu la romantasy. Mais ce que je reproche à nouveau, en fait, ici, c'est que... comment je veux dire, que cette histoire d'amour prend trop le pas, en fait, je trouve, sur le reste de l'histoire. Parce que, par contre, j'ai lu d'autres romantasy dans ma palle, donc le premier que je vois, il est juste ici, et qui franchement, était très bien dosé, en fait. Donc, juste, c'est pas que ça me dérange en soi, et ça doit pas forcément être la romance que moi j'aime, avec les tropes, du coup, voilà, qui me plaisent forcément pour que tout le livre doit me plaire, etc. C'est pas ça que je demande non plus. Mais en fait, ça va clairement m'ennuyer dès le moment où ça ralentit tout le déroulement du récit, la progression, etc. Et parfois on fait des sauts en arrière qui n'apportent franchement rien du tout, si ce n'est qu'il y a beaucoup de pages. Je crois qu'on était au-dessus des 700. Ouais, on est au-dessus des 700 et je vous avoue que quand c'est un livre comme ça qui franchement pèse, je le mets en plus sur ma liseuse, et sur la liseuse il faisait 800 parce que c'est écrit pareil assez petit, etc. Voilà, on aurait pu retirer des chapitres, certains passages qui vraiment n'apportaient absolument rien au récit. Alors si c'est votre tasse de thé, franchement, tant mieux pour vous, c'est pas ça. Mais moi ça m'a un peu gavée. D'autant que Force Wing était assez lent, Iron Flame l'est aussi. Et du coup il faut quand même plusieurs centaines de pages pour que vraiment le truc reprenne quoi. Donc quand ça commence à reprendre, mais que c'est à ce moment là qu'on commence à faire des retours à cause de l'histoire d'amour et tout, à un moment je me suis dit ils vont me perdre. J'avais testé le tome 2 en me disant je suis pas sûre de mon coup, je vais voir si je continue ou pas après celui-là. Bon finalement ok, mais finalement je ressors avec le même sentiment pour le tome 3 en mode je vais tester le 3 à sa sortie, c'est on a le temps, c'est dans plus d'1 an. Mais pour voilà, revoir un petit peu si je continue pas. Et en même temps, je suis pas beaucoup plus avancée sur cette réflexion. Parce que vous me direz, oui, là j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup apprécié. Mais en fait, c'est quand même vachement plus nuancé parce que là j'ai commencé sur les défauts, les grosses similitudes. Mais les similitudes se font aussi sur ce que j'aimais dans le 1 et que j'aime dans le 2. C'est-à-dire l'univers et les dragons. C'est quand même pour ça que je les ai achetés et que je leur laisse leur chance. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette partie, l'utilisation des dragons, donc je crois que c'est Skael si je dis pas de bêtises, de Tern et surtout aussi d'Andarna, qui évoluent vraiment beaucoup pour le coup par rapport au tome 1 et qui sont vraiment mieux intégrés à l'histoire, vraiment mis en avant, ils ont des rôles clés à certains moments, etc. Et de ce côté-là, j'ai vraiment en fait aimé leur évolution, aimé la place qu'ils ont dans ce livre, aimé le rythme aussi, de façon qu'ils amènent dans cette histoire, etc. Et pareil, dernier point comme le 1, les derniers chapitres, je dois être honnête, je les ai bouffés en fait. Du coup, vraiment là j'ai pas vu défiler les pages et le rythme s'enchaîne à une vitesse mais complètement folle. C'est péripétie sur péripétie. Il y a des retournements, j'avoue que je n'attendais pas.
Certains qui m'ont pas plus surprise que ça, mais voilà, d'autres qui... Ah, je me suis fait, ok, ok. Et du coup, et donc, pour la... Enfin, c'est toujours un peu ralent un livre comme ça, où, voilà, c'est un peu plat, et puis tout arrive d'un coup, quoi. Donc, c'est ce qui fait que j'ai quand même envie de lire le tome 3. Je suis un joli petit pigeon. mais ouais, non, franchement, ça m'a donné suffisamment envie, je pense, parce que j'aime la direction en fait qu'on a pris ici. J'aime le côté beaucoup plus nuancé que les derniers chapitres amènent aussi. Et qui manquait franchement pour le tome 1 et la bonne moitié de celui-ci. Et donc j'aime ce qu'on me laisse apercevoir, mais j'ai un peu peur honnêtement que juste on me fasse miroiter et que ce soit rebelote. Et donc je pense, j'espère que le tome 3 va définitivement régler cette question et que si j'ai à nouveau ce sentiment pour le tome 3, bah ok, je me dis tant pis pour les dragons, je trouverai des dragons dans d'autres histoires et juste j'arrête là au lieu d'à chaque fois faire, je dirais même pas ce montagne russe, mais voilà, d'être un peu dans cet entre-deux, je sais pas trop, je peux pas dire qu'ils sont mauvais, mais est-ce qu'ils sont faits pour moi? Je sais toujours pas. Donc voilà, je ne suis pas aussi emballée que la plupart des gens. Mais voilà, en tout cas, je teste, je prends le temps voilà, de me faire mon propre avis dessus. Et puis si à un moment, je me dis après le tome 3 que en fait non, c'est pas grave, juste j'ai les reliés et je les vends. Et puis voilà, ce sera comme ça. Mais du coup voilà, pour l'instant, je crois que je l'ai un peu préféré au 1. Mais que c'est pas encore ce que j'attendais non plus. Donc on verra. Ensuite, un livre là par contre, où vraiment, je vais pas te dire dithyrambique, je l'ai adoré, mais vraiment adoré. Et là pour le coup c'est... Est-ce que c'est une surprise? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est, ouais, on va dire une bonne surprise. C'est le tome, j'ai 3 du coup, le tome 6 de l'Assassin Royal. Donc ici, c'est la reine solitaire. Je vous relis le résumé. On nous disait: à la tête d'une déroutante procession, la reine Kétriken, la mystérieuse Gondron, Astérie la ménestrelle et le fou, Fitz poursuit son chemin sur la voie magique. Enquête toujours plus ardue, car incessante est la traque menée par Royal, son ami juré, et ses meilleurs artiseurs et soldats d'élite pour les retrouver et les tuer. S'enfonçant avec difficulté dans une contrée peuplée d'étranges présences, leur chemin, jalonné de gigantesques statues, va les mener à une imposante carrière de pierres noires. Mais où se trouve donc Vérité? Est-il seulement encore vivant? Ok, c'est bon. Ça replace suffisamment le contexte sans spoiler, contrairement au résumé qu'il y avait eu précédemment. Et j'avais commencé du coup cette saga par des coups de cœur, donc j'avais mis 18 sur 20 pour le tome 1, 2 et 3. Puis j'avais été un petit peu déçue, chouïa, j'avais mis 17 pour le tome 4 et 5 que j'avais trouvé quand même assez lent. Et honnêtement, je suis un peu étonnée quand j'ai commencé cette lecture-ci, que j'ai quand même oublié pas mal d'éléments, même plus ou moins importants, du tome, enfin de ce qui se passait entre le 4 et le 5, et c'était un peu flou, etc. Contrairement au premier où du coup je m'en rappelais vraiment quand même beaucoup. Et donc j'avais un peu peur parce que là le 6e tome clôture le premier cycle de l'assassin. Vu que je vous avais dit dans une précédente vidéo, ici après on a des aventuriers de la mer derrière moi qui s'intercalent, c'est 9 livres je pense. Je pense. Du coup, avant qu'on renchaîne avec le tome ici, pour le deuxième cycle de 7 à 13. Et donc, c'est une première fin à cette partie-ci. Et donc, j'espérais vraiment que ce soit moins lent, que j'ai des réponses à pas mal de questions qui restaient avec un point d'interrogation, suspense, etc. Et j'espérais vraiment de les avoir avant juste les tomes 7, les tomes 13, etc. Et heureusement, je les ai eu à la plupart, les 3/4 de mes questions. Et clairement aussi, le rythme au début est un petit peu lent, mais pas longtemps. Au début, j'étais un petit peu perdue de reprendre un peu mes marques, de me resituer, etc. Je ne sais pas si c'était dû à ma fatigue, à mon rythme de lecture ou autre, ou juste peut-être à l'écriture, au découpage ou quoi. Mais voilà, j'ai mis un petit moment à re-rentrer dedans. Et puis tout se remis plus ou moins en place. Et puis là, mais genre je l'ai adoré. Je l'ai adoré, je lui ai remis 18 sur 20. Et du coup je suis trop contente d'avoir retrouvé ce niveau-là.
Parce que vraiment, juste, j'ai adoré suivre toujours ce petit groupe. J'aime Ketriken, j'aime le fou, j'adore Fitz. Un peu moins, du coup, Gaudron et Astérie, j'avoue. Mais j'aime leur groupe, j'aime leur fonctionnement. Voilà, j'avais envie de poursuivre avec eux et j'ai aimé la façon dont ils ont évolué ou non, ce qu'on a appris, les révélations sur certains plutôt que d'autres, etc. Donc voilà, donc j'ai aimé juste suivre ce groupe-là. Il y a eu Delou aussi, je ne l'ai pas cité, forcément. Et donc bah, forcément, quand une histoire se déroule avec des personnages qu'on aime bien, c'est déjà quand même bien parti. Ça ne suffit pas pour tout, mais ici on a vraiment appris beaucoup plus sur la plupart d'entre eux. J'ai aimé, voilà, des scènes dont je ne peux pas parler, mais où ils étaient tous ensemble, où ils ont agi ensemble, etc. Et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et surtout, bah, le rythme a vraiment repris ici en fait dans ce tome-ci. Et l'univers a continué en fait à s'étendre. Voilà, ils sont dans la recherche vers les anciens, donc bah, du coup où ils se trouvent. Et même si la carte ne s'est pas étendue autant que bah, ça avait été le cas en fait dans d'autres tomes, je trouve que là on a vraiment approfondi l'univers, leurs croyances par exemple, leur magie, enfin tout ce côté fantasy en fait a vraiment beaucoup plus pris le pas que sur les tomes précédents. Certains aspects, bah, je parlais juste avant de dragon, des aspects de dragon ici bah, ont vraiment été introduits et poussés du coup dans ce livre-ci. Et c'est vrai qu'on jusqu'ici je pouvais me dire que les Robin Hood, bah, justement il n'y avait pas tant de fantaisie que ça au final dedans. En tout cas c'était pas ce qui était mis le plus en avant jusqu'ici. Et là, voilà, il attendait de clôturer le premier cycle, enfin elle attendait de clôturer le premier cycle pour vraiment lancer ça. Et du coup j'étais ravie, vraiment, parce que je pense que c'est ce qui manquait un peu à cet univers, que vraiment, je sais, enfin je me doutais bien de tout ce qu'elle pouvait amener. Donc, le reste du récit était vraiment très travaillé, alors pourquoi tu ne travailles pas plus du coup ton univers? J'étais un petit peu frustrée de ce côté-là, et là, enfin voilà, il m'a régalée. Du coup voilà, j'ai vraiment aimé cet aspect de magie, d'apprendre à la maîtriser justement vraiment, de voir jusqu'où elle pouvait aller, tout en gardant pareil le côté péripétie qui est aussi lié à Royal, à l'ennemi de Fitz. Voilà, à tous les traquenards, à toutes les personnes qu'on lui envoie juste pour le buter ou genre de choses. À ses confrontations aussi, parce que bah oui, on termine un cycle, donc forcément il y a un moment on va arrêter le jeu du chat et de la souris pour avoir un truc un peu plus costaud. Et pareil, j'ai trouvé ça très visuel, j'ai beaucoup aimé ces passages là, ces affrontements, etc. J'ai aimé les quelques petites questions du coup qui ont été amenées en plus de celles où on m'avait répondu maintenant, qui m'ont vraiment titillé pour la suite. Donc voilà, maintenant j'ai une nouvelle question en tête, une nouvelle théorie, etc. Ça cogite, j'aime vraiment beaucoup. Et pareil, je ne peux pas en parler bien évidemment, mais il y a pas mal d'événements qui pareil pour le coup m'ont mis des petites claques. Où je les attendais pas, je les attendais vraiment pas. Comme c'était devenu plus calme depuis 2 tomes, parfois il y avait 2-3 éléments sur le bouquin forcément. Mais ici on a quand même eu plus et plus tôt, et vraiment des trucs que j'ai pas vu venir du tout quoi, donc ça a vraiment vu la claque, je me dis genre ok. Du coup voilà, j'ai vraiment aimé beaucoup d'aspects de cette histoire, et je suis franchement ravie d'avoir clôturé ce premier cycle sur une telle note, sur un coup de cœur, hein, il faut le dire, voilà, j'avais peur en fait, et voilà, c'était pas justifié parce que ce ne fut pas le cas, et du coup voilà, je le recommande mais 100 000 fois. Je vais vous en reparler à chaque fois au bilan de l'année, et forcément je vais le ressortir, etc. Je trouverai bien d'autres recommandations aussi à thème pour vous en reparler à chaque fois aussi. Mais vraiment c'était une super découverte, c'est ma saga découverte de l'année. Autant je considère que la guilde c'était celle de l'année passée, autant Robin Hood ici
celle de cette année. Et juste, mais quel régal, voilà, et de me dire que j'ai tous ces livres derrière moi qui vont encore me prendre des années dans cet univers avec ces persos et tout, mais je suis mais refaite. Donc voilà, quoi de mieux pour clôturer voilà, son été, ses vacances que ses coups de cœur. Et je suis contente aussi parce que j'ai moins peiné que sur les précédents, vraiment pour me concentrer dessus, même s'il y a eu le petit début, donc je disais un peu flou. Mais après, voilà, où je me suis juste mise pleinement dedans et où j'ai imaginé les trucs vraiment en détail, etc. Et pareil, j'ai vibré à plusieurs moments dans cette histoire, j'ai été peinée, enfin, je passe par toute une palette d'émotions. Et juste, voilà, c'était un régal. Et il y a plein d'autres trucs que je voudrais vous dire forcément, mais que je ne peux pas parce que c'est un tome 6 et que je ne peux pas spoiler. Mais vraiment, je l'ai adoré. Voilà, juste, lisez-le. Qui dit été dit également une nouvelle saison et donc un nouveau tome de la saga de Anne, donc publié chez Monsieur Toussaint. Ils sont absolument sublimes, hein. C'est clairement pour ça que je me suis lancée dedans, mais heureusement ils sont chouettes à côté. Et du coup ici c'est le tome 3, il y a genre 0 résumé là, ni là, ok, il n'y a pas de résumé du tout. Oh mince, sur le site il y avait un résumé assez long qui regroupait bien, mais bon tant pis. Je vais vous le redire simplement en disant qu'ici donc on a suivi dans le tome 1 Anne enfant, dans le tome 2 elle était grossièrement adolescente et ici elle devient jeune adulte et du coup elle quitte son village natal et la plupart de ses proches aussi, qui m'ont parfois manqué, ça je dois l'avouer, pour aller... on va dire en haute école, je vais pas dire en université forcément, mais faire des études en fait, voilà, supérieures, de plus grand. Et donc elle part avec certaines personnes voilà, de son village de base, donc Gilbert, j'ai reviens plus sur son nom, l'autre j'ai oublié son nom, je reviens pas, Priscilla, enfin bref, voilà, avec certains de son village. Et du coup on va le suivre dans cette vie un peu estudiantine avec le logement qu'elle trouve, qu'elle est un peu en colocation. Elle va devoir trouver des petits travails pour pouvoir vivre à côté. Elle va devoir trouver un rythme aussi d'étudiante, de commencer à faire ses tâches elle-même, etc. Enfin voilà, grosso modo ça regroupe un peu tout ça, sa vie d'étudiante, de début d'adulte. Et c'est vraiment le gros point de ce livre, puisque à chaque livre, on a une étape de la vie d'Anne. Alors ici, c'est sur 4 ans, si je dis pas de bêtises, le temps de ses études. C'est aussi le moment où, comme elle quitte l'enfance, l'adolescence, etc., les amours se mettent en route. Et du coup... ça c'est drôle parce qu'en fait elle a pas mal de demandes en fait, elle charme naturellement les gens, voilà, de par sa personnalité, etc. Et elle les remballe ou elle les voit pas, etc. Juste elle débarque et quand elle commence à ressentir des trucs, on voit qu'elle est vraiment maladroite avec ça, elle sait pas trop quoi en faire, pas trop l'identifier, etc. Donc c'était assez chouette à suivre. Forcément du coup après premier amour, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé voilà, juste cet aspect de pouvoir me retrouver plus ou moins dans cette période en tout cas de vie, dans voilà, ce petit changement, etc. Tout en retrouvant surtout encore l'identité d'Anne, parce qu'elle est quand même devenue très différente de l'enfant turbulente qu'on avait au début, mais elle a gardé ses petites caractéristiques quand même, complètement atypiques, qui la rend complètement unique. Et voilà, si vous avez déjà entamé la série, vous voyez un peu le personnage, vous connaissez ses petits traits, etc. Mais comment vous la décrire si ce n'est que elle est unique, elle est originale, elle est authentique. Et c'est ça qu'on veut en fait quand on lit un Anne. Et du coup voilà, je suis quand même heureuse d'avoir pu continuer à la reconnaître en fait dans ce personnage qui devient adulte. Parce qu'elle n'est plus aussi fantasque, aussi débordante, elle se canalise quand même au fur et à mesure. Mais à ce stade-ci en tout cas, voilà, je la trouve fidèle à elle-même. Je parle toujours d'un personnage. Et juste, ça me rassure en fait pour la suite, parce que je savais qu'elle allait devenir adulte dans les tomes suivants, etc.
Et j'avais un peu peur de perdre voilà, cette petite étincelle là, mais en fait elle la garde et du coup c'était super chouette. Le petit regret pour ce tome-ci, ce serait effectivement qu'il y a certains personnages qu'on ne voit plus, Maria notamment, Diana non plus, qui ne la suit pas, donc on la voit un petit peu, mais franchement très très peu, et j'aimais bien son duo. Donc voilà, c'est sa meilleure amie, etc. On parle encore un petit peu de Devi à travers des échanges, et ça j'avoue ils m'ont fait sourire aussi, etc. Et j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce livre, parce qu'à chaque fois c'est toujours le même principe, c'est que c'est des tout petits chapitres avec à chaque fois des petits bouts de vie par-ci par-là auxquels on assiste. Et en fait c'est toujours que du quotidien, il n'y a rien de vraiment complètement dingue si ce n'est qu'elle a changé d'endroit. Mais du coup voilà, à chaque fois ça devrait marcher en tout cas, parce que tous les ingrédients sont toujours là et que du coup ça reste toujours aussi doudou, réconfortant, positif, c'est un véritable bonbon, c'est un bonheur à lire. Et du coup pareil, je suis contente qu'il y ait encore plusieurs tomes dans ma bibliothèque à découvrir, et que je me régale encore autant à ce stade-ci en tout cas. Et enfin, je termine ce bilan par cette BD, donc Blanc autour, c'est chez Dargaud. Le résumé nous dit: en 1832, près de Boston, une charmante et pittoresque petite école pour jeunes filles accueille une vingtaine de pensionnaires. Éduquer les filles, c'est un peu ridicule et inutile, pense-t-on alors dans la région. Mais somme toute, pas bien méchant. Jusqu'au jour où la charmante école annonce qu'elle accueillera désormais des jeunes filles noires. 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, les quelques 15 jeunes élèves de l'école de Grandal vont être accueillis par une vague d'hostilité d'une ampleur insensée. L'Amérique blanche a peur pour certains de ses enfants. Voilà, c'est un très bon résumé qui dit très bien ce qui se passe dedans. Voilà, pareil, tous les ans, plus ou moins, souvent pendant l'été, je lis un livre du coup sur cette partie de l'histoire de la ségrégation, de la faim, etc., l'abolition, et ce genre de choses. C'est un thème que j'aime bien retrouver aussi en littérature. Et on m'avait offert du coup cette BD, je pense pour un anniversaire, si je dis pas de bêtises. Et du coup ça y est, c'était son moment, à caser entre deux, comme vous avez vu, j'ai mis des petites bricasses, donc ça faisait du bien. Mais j'ai pas été totalement convaincue par rapport aux autres lectures que j'ai fait sur le sujet. Parce qu'en fait elle a un gros défaut d'après moi, c'est que elle me paraît vraiment inachevée en fait. Le contexte du début est plus ou moins bien expliqué, et alors je vais essayer de vous montrer. Mais au début, il y a un avant-propos qui... Vous ne verrez pas très bien, mais bon, voilà. Qui nous dit un petit peu, voilà, c'est une histoire inspirée de faits réels qui se déroule à ce moment-là. Il remet un petit peu le contexte. Et il reparle en fait beaucoup d'un événement donc qui s'est déroulé, d'un massacre d'un certain Nate Turner, qui du coup était un esclave noir qui s'est rebellé et qui a fait vraiment une boucherie à côté avec d'autres gens. Et en fait du coup ça mêle un peu les deux, qui pourtant ne se déroulent pas en même temps. Et ils vont essayer d'expliquer un petit peu en quoi ça peut être lié, en quoi il y a encore des répercussions, alors que je crois qu'il y a plus de 100 ans entre les deux ou un truc comme ça. Et je trouve que ce lien n'était pas hyper évident en fait dans l'histoire, et surtout que la fin c'était pas du tout abouti. Juste je crois qu'il avait fait un truc genre 130 pages, mais je crois vraiment qu'on aurait dû aller jusqu'à une page genre 200. C'est assez rare on dirait dans la BD, mais pareil dans ma bibliothèque j'en ai, donc c'est pas infaisable non plus. Et juste là, enfin ça se clôture hyper bizarrement. Et j'ai l'impression que le lien justement avec Nate est pas bouclé quoi. Et pareil, ça se termine sur un événement, mais qu'on devine c'est pas la fin de l'histoire non plus. Donc je sais pas trop. Je vous avoue que j'ai du mal à me positionner sur cette bande dessinée. Parce que franchement il y avait du potentiel, voilà, le sujet était chouette à aborder. Voilà, de cette première école, enfin de cette école qui change, avant-gardiste, où leur maîtresse, institutrice, je sais plus,
voilà, va essayer vraiment essayer de les défendre, peu importe si on lui met la merde sur sa maison, peu importe si on lui refuse d'acheter après ses courses en ville, etc. etc. Donc elle les défend quand même bec et ongles. Mais ça pouvait aller tellement loin en fait, ça aurait pu être tellement mieux construit. Et là pareil, il y a des planches qui servaient pas à grand chose à mon sens. Donc voilà, je suis middle convaincue parce que c'est pas que j'ai passé un mauvais moment ou quoi, mais juste c'est peut-être pas celle-là que je vous recommanderais en fait en priorité. Et je sais pas si c'est juste mon ressenti ou en général, enfin sur Libradic j'ai vu qu'il était quand même coté pareil plus de 17, moi je lui ai mis 15. Mais par contre dans les commentaires, parce que je vous dis, revenait très souvent. Donc je ne sais pas. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, je l'ai testé, enfin je l'ai reçu, je l'ai testé, je l'ai lu, etc. Le sujet mérite d'être écrit, ce genre de choses. Mais pour le reste, je pense que je la revendrai en fait. Je ne vais pas la garder dans ma bibliothèque. Parce que j'attendais mieux en fait. Alors peut-être parce que je suis habituée à lire un peu sur le sujet, ou même à regarder quelques documentaires, c'est plus rare mais ça arrive. Mais je sais pas, ici je l'ai apprécié jusqu'à la fin où je me suis dit, bah du coup non, enfin je sais pas, c'est dommage quoi. C'est dommage, c'est vraiment ça, cette BD c'est un peu dommage. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un retour dessus ou sur Insta ou quoi. Parce que ouais, je ne sais pas trop quoi rajouter. Parce que voilà, juste j'attendais mieux en fait, tout simplement. Et voilà, je clôture du coup sur ce petit bilan un peu plus mitigé. Voilà, ce bilan du mois de toute façon. Et voilà, comme vous avez pu le voir, je suis passée par des coups de cœur, je suis passée par des petites déceptions, mais pas de mauvaise lecture en soi non plus. Donc je suis plutôt satisfaite de ce mois d'août et de manière générale de mes lectures d'été. Et donc tant mieux. Et forcément, au moment où vous voyez cette vidéo, il y a la vidéo du Pumpkin de Guy Mostarier, je ne la présente plus non plus, qui sortira donc dimanche. Et moi de mon côté je la découvrirai un petit peu en décalage après parce que moi ce week-end, si vous le savez, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je fais le badge Instagram, je mets hâte tout le temps dedans et ce week-end c'est la dédicace. Du coup je serai en train de fêter tout ça et dans la semaine je regarderai après la vidéo. Mais la prochaine vidéo du coup pour vous ce sera dans tous les cas ma pile à lire du Pumpkin. Et ça par contre j'ai déjà super hâte parce qu'il y a tellement de livres dans cette bibliothèque que je veux lire ici pour la saison de l'automne. Et du coup voilà, on se retrouve pour ça, on se retrouve pour les prochains bilans de ces livres-là en question. Et d'ici là, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures.